Liam Dupont n'était pas venu à la maison des ventes Prestige Harmon pour faire impression. Il arriva avec une voiture sous une vieille bâche en toile, une fillette de 7 ans tenant sa main, et un mince dossier glissé sous le bras. La salle devint silencieuse quand la bâche fut retirée, puis les rires commencèrent. Gisèle Harmon, directrice générale de Prestige Harmon, examina le châssis rouillé d'un bout à l'autre et le plaça devant tous les clients présents. Pourquoi quelqu'un apporterait-il de la ferraille ici? Liam ne répondit pas. Il posa le dossier sur la table et attendit simplement. La réponse de Liam ne vint jamais de sa propre bouche. Elle vint de l'homme qui venait juste de franchir la porte. La matinée était arrivée basse et grise sur Nouvelle-Havane. Ce genre de lumière de fin octobre qui donnait à tout la couleur de vieilles photographies. Dans le garage derrière la maison de la rue Colline Prospect, l'ampoule du plafond bourdonnait et projetait son cercle pâle sur le sol en béton. Une casserole de camping bouillonnait sur une plaque chauffante dans le coin. L'odeur de café, de métal froid et d'huile moteur s'était incrustée dans chaque surface de cette pièce, la façon dont les odeurs le font quand elles n'ont nulle part ailleurs où aller, absorbées dans les murs, l'établi et les joints du vieux bois jusqu'à ce que l'odeur devienne indistinguishable de l'espace lui-même. Karenza Dupont était assise sur le vieux tabouret en bois près de l'établi, les pieds ne touchant pas tout à fait le sol. Elle avait 7 ans, petite pour son âge, et tenait la petite Ferrari rouge dans ses 2 mains, comme d'autres enfants tiennent des peluches non pas pour jouer, mais parce que lâcher prise exigeait une décision qu'elle n'avait pas encore prise. Le modèle n'était pas plus grand qu'une barre de savon. La peinture s'était usée lisse au nez là où les doigts l'avaient frotté pendant des années, d'abord ceux de sa mère puis les siens. Elle avait appartenu à Claire. Maintenant elle appartenait à personne et à Karenza en égale mesure, et la distinction n'avait jamais été soulevée. Liam se tenait au fond du garage, 38 ans, large d'épaules, portant une chemise en flanelle du bleu d'un dénime fané qu'il n'avait jamais pris le temps de remplacer. Ses mains étaient le genre de mains qui répondaient aux questions avant qu'il n'ouvre la bouche. Calleuses à la base des doigts, tachées aux articulations par de la graisse que le savon ne pouvait pas atteindre complètement. Les mains d'un homme qui avait passé 15 ans dans de petits garages à faire un travail précis avec des outils imprécis, et qui avait fait la paix avec le compromis. Il se tenait avec les 2 paumes à plat sur l'établi et regardait le mur du fond comme un homme regarde quand il a déjà pris une décision et attend seulement que son esprit rattrape. Il se tourna et marcha vers le fond du garage. Une vieille bâche en toile couvrait le bais arrière, drapée du sol jusqu'au plafond presque, attachée au coin par des cordes effilochées. Liam tira sur un œil et laissa la bâche tomber sur le béton. La voiture dessous n'était pas belle, pas au premier regard, pas pour quiconque ne savait pas où regarder. Les panneaux de carrosserie montraient de la rouille le long de chaque joint inférieur, le genre qui vient de décennies dans un garage avec un drainage imparfait et de l'humidité et du temps faisant ce que l'humidité et le temps font toujours quand on les laisse seuls avec le métal. La peinture rouge d'origine avait pâli en un brun rose terne aux endroits où elle ne s'était pas complètement soulevée. Et dans ces endroits, l'apprêt en dessous apparaissait en taches grises. Le cadre du pare-brise était intact. Les lignes de carrosserie, dessous tout cela, étaient encore là, basses et longues et dessinées avec la délibération particulière de quelque chose conçu pour fendre l'air à grande vitesse, pas pour rester dans un garage pendant 50 ans et accumuler la lente attention de la rouille. Liam resta un moment à côté sans la toucher. Il avait fait cela de nombreuses fois au fil des ans, rester et regarder, comme on regarde quelque chose qui appartient à une histoire plus grande que soi-même, quelque chose dont on a été chargé plutôt que donné. Il prit le dossier manille sur l'établi et le glissa sous un bras. « On y va aujourd'hui, papa, » dit Karenza depuis son tabouret. « On y va, » répondit-il. Elle regarda la voiture comme elle la regardait toujours, curieuse et prudente, comme si elle pouvait dire quelque chose si elle attendait assez longtemps. « Tu es sûr ?» Il marcha vers elle, s'accroupit à son niveau, et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Raymond disait, « Les voitures sont faites pour rouler, pas pour rester dans le noir pour toujours. » Elle hocha la tête comme si cela réglait quelque chose qu'elle avait déjà à moitié décidé. Liam recula la remorque à plateau jusqu'à la porte du garage, et ensemble l'homme et la fille dans le gris d'octobre chargèrent la voiture. Ils portaient la raison de ce voyage en silence depuis des semaines, disant à Karenza seulement ce qu'elle avait besoin de savoir. Non pas parce qu'ils pensaient qu'elle ne pouvait pas porter le poids, mais parce que certaines choses sont mieux données par morceaux. La colonne vertébrale de Karenza nécessitait une chirurgie,
une procédure que son chirurgien orthopédique à Hartford avait décrite comme corrective et nécessaire, et que l'assureur avait décrite dans un langage différent comme partiellement couverte. L'écart entre ces deux descriptions était assez important pour que Liam ait passé la majeure partie de 6 mois à le combler par d'autres moyens. Le compte d'épargne, l'hypothèque refinancée, le camion qui n'avait pas eu de nouveaux pneus depuis 2 ans. Ce qui restait était la voiture. Ce qui restait avait toujours été la voiture. Il l'avait su, s'il était honnête, depuis le début. Il avait simplement attendu le moment où savoir et agir sur cela semblait la même chose. Le bâtiment qui abritait les enchères Prestige Harmon occupait un terrain d'angle dans le 9e square du centre de Nouvelle-Havane, tout en verre et acier brossé, et une plaque en laiton près de l'entrée qui avait été polie tant de fois qu'elle commençait à s'user sur les bords. Un portier en manteau de laine se tenait en haut de 3 marches en marbre. Les vitrines donnant sur la rue contenaient une Ferrari 275 GTB en rouge bordeaux et une Jaguar E-Type sous un tissu sombre. Positionné comme un musée positionne les choses qu'il veut que vous regardiez sans approcher. L'air à l'intérieur sentait le contrôle climatique, le conditionneur de cuir et la tranquillité particulière des pièces où des transactions importantes avaient été menées depuis longtemps. Le camion et la remorque de Liam entrèrent dans la baie de livraison du côté nord du bâtiment. Un jeune préposé au stationnement se pencha hors de sa cabine, regarda le camion, regarda la forme couverte sur la remorque et délivra un ticket numéroté sans commentaire. Son visage communiquait sans langage que ce n'était pas la catégorie d'arrivée que la baie était typiquement conçue pour accueillir. Liam aida Karenza à descendre du siège passager. Elle atterrit sur le trottoir en tenant le petit modèle rouge contre sa poitrine et tendit la main vers la sienne sans qu'on le lui demande. Ils marchèrent par l'entrée latérale, passant le contrôle de livraison et entrant dans le hall de réception principal du bâtiment. Le hall était haut de plafond et silencieux à la manière des espaces qui prennent leur silence au sérieux. Une poignée d'hommes en costume sombre se tenaient près d'une longue table d'un côté, parlant à voix basse comme des gens menant des affaires qu'ils trouvent routinières. Une femme en talons traversa le sol en marbre d'un couloir à l'autre sans lever les yeux. Au fond, une Aston Martin DB5 était posée sur une plateforme surélevée sous 3 projecteurs positionnés pour la faire paraître déjà dans un musée, ce qu'elle était presque. La femme à l'accueil, son badge disait Anna Cross, service client, leva les yeux de son clavier, regarda Liam, regarda Karenza, puis regarda à nouveau son écran assez longtemps pour confirmer le rendez-vous. Liam Dupont, 10 heures, admission de soumission. Elle les dirigea vers l'aile d'évaluation au niveau inférieur. Un homme nommé Aaron Cole apparut d'un couloir latéral, début trentaine, costume marine, petite épingle émaillée au revers et offrit de les accompagner. Il tenait les portes, disait les bonnes choses et gardait son visage dans l'expression de quelqu'un accomplissant une courtoisie pour quelqu'un dont il avait déjà fait un jugement discret. La salle d'évaluation était grande et éclairée de blanc, le genre de lumière qui montrait tout. 3 autres véhicules étaient déjà positionnés. Une Porsche 356 documentée par un technicien avec une caméra, un vieux prototype de course sur des stands avec un homme travaillant dessous, et un coupé Alfa Romeo Marine que quelqu'un avait drapé d'une couverture de transport matelassé. La pièce sentait le caoutchouc, l'huile légère et le bord métallique léger de l'attention professionnelle. L'odeur des pièces où les choses étaient regardées de près, où les surfaces comptaient. Liam fit entrer la remorque par la large porte de bail, coupa les sangles, marcha jusqu'à l'avant de la voiture couverte, et tira la bâche d'un seul mouvement. 2 des techniciens levèrent les yeux. Un 3e posa sa caméra. La façon dont ils arrêtèrent de regarder, la façon dont ils tournèrent délibérément leur attention vers leur propre travail, comme s'ils avaient collectivement décidé de ne pas enregistrer ce qu'ils avaient vu, en disait plus qu'aucun commentaire ne l'aurait fait. Aaron Cole se tenait au bord de la pièce avec son clipboard et une expression qui avait glissé de la courtoisie à quelque chose plus proche de la neutralité prudente. Puis la porte du couloir supérieur s'ouvrit et Gisèle Harmon entra. Elle avait 44 ans et traversait les pièces comme certaines personnes le font quand elles ont passé assez longtemps en autorité pour que annoncer leur présence soit devenu inutile. La pièce s'ajustait simplement comme une pièce s'ajuste à un changement de température. Le tailleur gris était impeccablement coupé, le genre de coupe qui coûtait assez pour rendre le cou invisible. Ses cheveux sombres étaient tirés en arrière lisses et bas sur la nuque. Elle ne regarda pas autour quand elle entra. Elle regarda ce qu'elle regardait et tout le reste dans son champ de vision n'existait pas parce que ses yeux avaient trouvé la voiture. Elle resta immobile un moment.
Puis elle regarda Liam de la tête aux pieds, sans hâte, du col de flanelle usé aux bottes de travail éraflées, le genre de regard qui n'est pas vraiment sur voir, mais sur placer, sur décider à l'avance où quelque chose appartient. Elle marcha lentement vers la voiture, bras croisés, et s'arrêta à son nez en étudiant la rouille, la peinture écaillée et le chrome terne avec l'expression de quelqu'un qui a vu beaucoup de choses et a appris à reconnaître immédiatement celles qui ne valent pas son temps. Elle fit le tour complet, talon contre pointe sur le béton. Et quand elle atteignit l'arrière, elle se tourna vers la pièce. Il y avait peut-être cette personne présente. Elle ne baissa pas la voix. « Ceci est une installation Prestige Harmon, dit-elle, pas un terrain de récupération. » Liam dit, « Je sais. J'avais un rendez-vous. » Gisèle leva un sourcil, le genre lent et délibéré, pas tout à fait surprise, mais son proche parent, celui qui a décidé de trouver quelque chose vaguement digne d'intérêt. « Un rendez-vous, dit-elle. Puis elle regarda à nouveau la voiture, puis Liam, et puis elle regarda la pièce, tous, comme pour les attirer comme public, et sa voix porta clairement dans chaque coin. En 15 ans dans cette entreprise, j'ai vu des soumissions ambitieuses passer par cette porte de bail, mais je crois que c'est la première fois que quelqu'un apporte quelque chose d'identifiable, non immatriculé, et structurellement compromis, et le présente comme candidat à l'enchère. Un technicien de l'autre côté de la pièce fit un son qui n'était pas tout à fait un rire, mais assez proche pour servir la même fonction. Aaron Cole se tourna légèrement vers le mur. Un des clients qui avait passé la porte depuis le couloir échangea un regard avec l'homme à côté. Le silence qui suivit était le genre avec texture, le genre façonné par quelque chose dit dedans. Les mains de Karenza se serrèrent sur le petit modèle rouge. Ses yeux étaient devenus rouges au bord, mais elle ne détourna pas le regard de son père, et elle ne pleura pas. Elle avait 7 ans, et elle avait appris, dans les 3 ans depuis la mort de sa mère, que la chose la plus importante dans une pièce était souvent le visage de son père et ce qu'il lui disait sur s'il fallait avoir peur. Liam posa une main sur son épaule, pas en serrant, juste là, comme on pose une main sur quelque chose qu'on veut garder stable. Il regarda Gisèle. Son visage n'avait pas changé. Puis Gisèle regarda Karenza pour la première fois, une longue seconde. Le genre qui enregistre l'enfant comme quelque chose au-delà du mobilier. Et quand elle regarda à nouveau Liam, sa voix avait baissé, plus calme maintenant, mais pas moins précise. « L'avez-vous amené pour la sympathie ?» La pièce enregistra cela différemment que la dernière remarque. Quelque chose dans le bruit ambiant descendit légèrement. Liam attendit un battement. « Vous n'avez pas demandé ce que c'est, dit-il. Gisèle, je n'ai pas besoin de demander ce qu'est un tas de rouille. » Il ne répondit pas. Il se baissa, ouvrit le dossier, et posa son contenu sur la table d'évaluation une feuille à la fois, arrangée de gauche à droite avec l'attention sans hâte de quelqu'un qui avait planifié ce moment. Il tira une chaise pour Karenza. Elle s'assit. Puis il se tint à côté de la table et ne dit rien d'autre. Gisèle regarda les papiers un moment sans bouger vers eux. Puis elle regarda Aaron. Montrez-lui la procédure de rejet et aidez-le à trouver la sortie. Aaron commença à traverser la pièce. La porte au fond s'ouvrit. L'homme qui entra était grand, quelque part passé 60 ans, avec des cheveux devenus entièrement blancs de la façon dont cela arrive parfois bien avant l'horaire et reste ainsi, comme si cela avait décidé la question. Il portait une veste en tweed de la couleur du tabac sombre, usée aux poignets et coudes d'une façon qui n'avait rien à voir avec la mode. Il portait une sacoche en cuir si vieille que les coins s'étaient lissés, et il marchait avec le sans-hâte de quelqu'un qui avait depuis longtemps conclu qu'arriver plus vite n'améliorait rien de significatif. Sébastien Crane avait été appelé pour examiner une jaguarotype dans le 3e B, une authentification de routine arrangée 2 semaines plus tôt, le genre de travail qu'il avait effectué peut-être 30 fois par an pendant plus de 3 décennies. Pour Christie's, pour RM Sotheby's, pour Bonham, pour des collectionneurs privés qui avaient besoin de connaître la vérité sur quelque chose avant de dépenser une partie significative de leur fortune dessus. Il avait écrit le texte de référence définitif sur les voitures de course Ferrari des années 1960. Il enseignait un semestre par an au Concorso d'Eleganza, un séminaire de base à Lake Como, et recevait moins d'appels que quiconque dans son domaine ne le justifiait parce qu'il répondait selon son propre horaire et avait fait la paix avec les conséquences de cette politique. Il passa la porte et balaya la pièce de l'inventaire mi-conscient habituel d'un homme qui avait passé des décennies dans des espaces comme celui-ci et commença à marcher vers le 3e B.
Il s'arrêta. Pas progressivement, pas comme si quelque chose avait attiré son œil de loin et qu'il décidait d'enquêter. Il s'arrêta de la façon dont une personne s'arrête quand le corps comprend quelque chose avant que l'esprit ait fini son argument. Son pied gauche était encore en plein pas quand le mouvement cessa entièrement. Il resta là avec une main tendue et sa sacoche à moitié balancée, fixant la voiture au centre de la pièce avec l'attention fixe et absolue d'un homme qui venait juste d'entendre son propre nom appelé dans une langue qu'il pensait que personne d'autre ne parlait. La loupe qu'il gardait dans la poche extérieure de poitrine tomba par le rabat sans qu'il le remarque. Elle frappa le béton, tourna une fois et resta immobile. « Arrêtez !» Il le dit à volume normal sans élever, sans expliquer. Le mot traversa le bruit ambiant de la pièce et installa tout dans l'immobilité comme une main posée sur une corde vibrante la silence. Aaron Cole était à mi-pas. Il resta où il était. Gisèle se tourna de l'autre côté de la pièce. « Sébastien, tu es en retard. » Il dit « Arrêtez !» Il posa sa sacoche sur le sol où il se tenait, récupéra une petite lampe de poche de sa poche intérieure de veste, et marcha directement vers le côté gauche de la voiture sans regarder personne. Il s'accroupit, orienta la lumière basse sous la ligne de carrosserie où le panneau latéral rencontrait le rail de plancher, dans l'ombre sous le membre de châssis. Il tint le faisceau là. Ses lèvres bougèrent légèrement. Son autre main monta et toucha le métal juste du bout des doigts, aussi doucement qu'un homme qui avait manipulé des choses fragiles toute sa vie adulte et comprenait que le moment de contact n'était pas le moment de devenir négligent. Puis il ferma les yeux. Il les garda fermés pendant un moment qui s'étira assez longtemps pour que plusieurs personnes dans la pièce échangent un regard. Quand il les ouvrit, sa main était encore sur la voiture. Il se leva lentement, gardant la lampe allumée, et se tourna pour regarder Liam Dupont, pas le regard évaluateur que Gisèle lui avait donné, mais quelque chose de différent, quelque chose qui appartenait à une catégorie de reconnaissance entièrement différente. Le regard d'un homme qui avait passé une partie significative de sa vie professionnelle à chercher quelque chose et se tenait maintenant à 1 mètre de celui-ci. « Qui êtes-vous » dit Sébastien. Pas une question au sens habituel, plus comme la ligne d'ouverture de quelque chose qui devait être établie clairement avant que quoi que ce soit d'autre puisse procéder. « Liam Dupont. C'est la voiture de la famille de ma défunte épouse. Son nom, Claire. Son nom de jeune fille était Holt. Son arrière-grand-père était Raymond Holt. » La pièce était silencieuse. Sébastien regarda Liam pendant plusieurs secondes. Puis il expira lentement, délibérément, comme un homme libérant un souffle qu'il avait retenu plus longtemps que ce matin, et se tourna pour faire face à Gisèle Harmon. Quand il parla, sa voix était égale et informative, la voix d'un homme décrivant ce qui est simplement vrai. « Gisèle, cet homme vous a apporté une des 32 Ferrari 250 LM jamais produites, châssis numéro 19. La seule voiture de la série avec une arrivée documentée aux 24 heures du Mans sous propriété privée. Raymond Holt, 1965. Cette voiture a disparu de tous les registres après 1967. Aucune vente enregistrée, aucune exportation, aucun démantèlement. » Il s'arrêta. Il la regarda directement, sans accommodation. « Je la cherche depuis 20 ans. » Personne dans la pièce ne bougea pendant un moment. Puis Sébastien récupéra sa sacoche du sol, la porta à la table d'évaluation, l'ouvrit, et produisit un lourd livre relié, la tranche rouge, les 250 oubliés, les orphelines de course de Ferrari, ainsi qu'une pochette plastifiée contenant plusieurs documents qu'il posa avec soin à côté des papiers que Liam avait déjà placés sur la table. Il fit cela sans performance, avec la directivité d'un homme qui a décidé d'être utile et procède en conséquence. « La Ferrari 250 LM. » dit-il, pas pour le bénéfice de la pièce, mais parce que c'était une information qui devait être entendue avec précision, et il était la personne la mieux qualifiée pour la fournir. Elle avait été produite en nombre limité entre 1963 et 1965. 32 voitures au total. Ferrari l'avait conçue comme une voiture de sport de course à moteur central, tirant de l'architecture prototype développée pour Le Mans. Ferrari l'a soumise à la FIA pour homologation Grand Tourisme, cherchant une classification qui lui permettrait de concourir en classe GT. La demande fut refusée parce que les nombres de production tombaient en dessous du seuil minimum. En conséquence, la 250 LM courut comme prototype, et en 1965, entre les mains de l'équipe de course nord-américaine,
une Ferrari 250 LM gagna les 24 heures du Mans au général. Elle reste, à ce jour, la dernière Ferrari à avoir gagné le Mans au classement général. La valeur marchande d'une 250 LM vérifiée, non restaurée avec documentation de provenance originale était, aux ventes comparables actuelles, quelque part entre 15 et 22 millions de dollars. Le châssis numéro 19 avait sa propre histoire dans la série. Il avait été conduit au Mans en 1965 par un amateur américain Raymond Holt de Nouvelle-Havane, Connecticut courant comme entrant privé dans une année où des équipes d'usines et des privés bien financés partageaient le même circuit. Holt n'était pas attendu pour finir. Il finit. Puis il fit expédier la voiture chez lui aux États-Unis, l'immatricula privément dans le comté de Nouvelle-Havane, la fit entretenir une fois dans une installation à Middletown, et après cela la retira de toute forme de registre public. Aucune vente, aucune exportation, aucun démantèlement enregistré. La voiture cessa simplement d'apparaître dans toute documentation après 1967. Sébastien avait écrit un chapitre complet sur le châssis 19 dans son livre de référence. Il l'avait intitulé Le fantôme de 65. Il avait poursuivi des enquêtes à travers cet pays sur 2 décennies. Il avait 2 fois reçu des informations qui s'étaient avérées décrire une voiture différente, un numéro différent, une histoire différente. Le chapitre était resté dans chaque édition subséquente du livre, la seule qui finissait sans résolution. Liam retira le contenu de son dossier une page à la fois et les plaça sur la table. La première était le titre original, Comté de Nouvelle-Havane, Connecticut, daté de février 1966, portant le nom de Raymond Holt et une adresse dans le quartier East Rock. La seconde était un reçu d'entretien d'un atelier de restauration à Middletown, daté de mars de la même année avec annotations italiennes manuscrites dans les marges du technicien qui avait fait le travail. La troisième était une photographie, noir et blanc, brillante, prise avec un appareil film par quelqu'un debout au bord d'un circuit de course plutôt que d'une position professionnelle. Sur la photographie, un homme se tenait à côté d'une voiture de course portant encore sa combinaison de pilote. Son visage marqué par la saleté de poussière de route et d'échappement qui s'accumule sur 24 heures de compétition. Il souriait. Derrière lui, le panneau de numéro de compétition de la voiture était clairement visible, 19. Le 4e article était une lettre manuscrite sur du papier à lettres personnelles à la plume, l'encre pâlie en brun clair. Le papier jauni au bord. Raymond Holt à sa fille écrite à l'automne 1967. Sébastien lut la lettre à laquelle Liam permit parce que la lettre avait été placée sur une table dans une pièce et la permission n'était pas le point. Dedans Raymond expliquait qu'il avait décidé de ne pas vendre la voiture non pour une raison d'investissement, non pour aucune attente de valeur future, mais parce qu'il y avait certaines choses qu'un homme gardait non pour exposer, pas même précisément pour se souvenir, mais simplement pour regarder quand il avait besoin de se confirmer à lui-même qu'il était une fois allé jusqu'au bout sans s'arrêter. Sébastien posa la lettre. Sa main reposait sur la table et elle n'était pas entièrement stable. Julien Shaw, qui s'était tenu à l'épaule gauche de Sébastien lisant en silence, dit doucement: « Sébastien, es-tu certain ?» Sébastien leva les yeux. « J'ai écrit un chapitre sur cette voiture. Je la cherche depuis 20 ans. » Il prit la lampe de poche et tint le faisceau vers le numéro de châssis pour quiconque voulait regarder. « Je suis certain. » Liam se tenait au bord de la table. Il ne regardait pas les documents. Il regardait la voiture comme une personne regarde quelque chose quand elle apprend ce que cela fait de la voir pour une des dernières fois, quand elle essaie de regarder assez soigneusement pour pouvoir la garder. Carenza tira légèrement sur le dos de sa main. Maman savait qu'elle était spéciale. Il baissa les yeux vers elle. Elle savait depuis qu'elle était petite fille. Mais Raymond ne voulait pas que ce soit à propos d'étaler. Il voulait qu'elle ait un but, le bon au bon moment. La session d'après-midi à Prestige Harmon était prévue à partir de 15 heures. 15 lots avaient été listés dans le catalogue imprimé, mené par l'Aston Martin DB5 et la Jaguar E-Type avec une collection de voitures européennes Coachbuild composant le reste. À 14h15, Aaron Cole avait fait 4 appels téléphoniques. À 14h40, le catalogue avait été amendé. Au moment où la salle d'enchères ouvrit ses portes, un 16e lot avait été ajouté à la fin. Ferrari 250 LM châssis 19 1963, collection privée, consignation propriétaire unique avec documentation de provenance authentifiée, Sébastien Crane autorité certifiante.
La salle qui avait tenu 50 personnes à la prévisualisation du matin en tenait considérablement plus à 15 heures. Le mot s'était déplacé à travers le bâtiment et du bâtiment vers les téléphones de personnes qui avaient été au déjeuner ou dans la structure de stationnement ou gérant d'autres affaires de l'autre côté de la ville. Au moment où la salle se remplit, il y avait 11 visages que personne sur le personnel n'avait enregistrés au bureau d'accueil. 3 individus qui avaient apparemment conduit depuis Boston dans la fenêtre de 2 heures depuis l'annonce du lot et une paire de représentants d'acheteurs au dernier rang qui n'avaient pas été présents ce matin et dont la conversation tranquille entre eux avait la qualité focalisée de personnes qui avaient déjà calculé leur plafond et débattaient maintenant s'il fallait le réviser vers le haut. Sébastien Crane était assis au premier rang avec son livre sur ses genoux et sa documentation plastifiée sur le siège vide à côté. Il avait été demandé informellement s'il resterait présent pour le lot comme témoin authentifiant. Il avait dit oui sans négocier de termes parce que les termes n'étaient pas le point. Gisèle Harmon présidait depuis le pupitre à l'avant de la salle avec son économie coutumière de langage, précise, efficace, ni survendant ni sous-jouant, conduisant les 15 premiers lots avec l'autorité de quelqu'un qui est très bon dans son travail et le sait. Quoi qu'il se soit passé dans la salle d'évaluation ce matin n'était pas visible dans comment elle conduisait l'après-midi. Liam et Karenza étaient assis dans la 3e à dernière rangée. Karenza avait le petit modèle rouge sur son genou, les 2 mains reposant dessus, regardant l'avant de la salle sans expression particulière. Elle l'avait gardé là à travers l'heure administrative, à travers la signature de consignation, à travers toute l'interminable patience légale de la paperasse. Elle ne l'avait pas posé. Le lot Ferrari fut annoncé sans fanfare, dans le même registre que tous ceux qui avaient précédé, parce que Gisèle comprenait qu'une chose n'a pas besoin d'être criée pour être significative, et que parfois la retenue est l'amplificateur le plus efficace. L'enchère d'ouverture fut fixée à 8 millions. Le chiffre de Sébastien, ancré dans les ventes comparables pour des 250 LM en conditions non restaurées mais entièrement originales. Le nombre apparut sur le tableau à l'avant de la salle en type propre. Julien Shaw leva son paddle sans hésitation. 8 millions. Un représentant de banque téléphonique leva la main. 8 et demi. Julien. 9. Un second téléphone entra. 9 et demi. Julien. 10. Le premier téléphone abandonna à 11 et demi. Le second resta. 12. 12 et demi Julien. Sans lever les yeux de son catalogue ouvert sur ses genoux, qu'il avait arrêté de lire plusieurs lots plus tôt. 13. Julien encore. 14. Le téléphone restant. 14 et demi. À 15 millions, Gisèle donna à Aaron Cole un signal petit, 2 doigts, à peine visible depuis les rangs derrière. Aaron leva le paddle. 15 et demi. Julien. 16. Aaron. 16 et demi. Julien. 17. Aaron. 17 et demi Julien. Et maintenant il leva les yeux de son catalogue et regarda Aaron Cole directement et au-delà d'Aaron vers la section de la salle où Gisèle était assise. Et son expression glissa seulement légèrement à l'expression d'un homme qui a réalisé contre qui il enchérissait et a décidé de continuer malgré tout. 18 millions. Aaron. 18 et demi. Julien. Le téléphone restant abandonna à 19. 19 et demi, Julien Shaw, qui posa son catalogue sur le siège à côté de lui en levant le paddle. 20 millions. Aaron leva le paddle. Julien regarda vers le fond de la salle. Il regarda Liam Dupont, l'homme en chemise de flanelle usée assis dans la 3e à dernière rangée avec la main de sa fille dans la sienne. Il le regarda avec l'attention particulière d'une personne qui reconnaît quelque chose dans une autre que la plupart de la salle ne remarquerait pas et ne peut pas être expliqué dans les quelques secondes disponibles. Puis il leva son paddle. 21 millions. La salle retint son souffle. Gisèle était assise parfaitement droite sur sa chaise. Elle regarda le tableau. Elle regarda la voiture sur la plateforme basse au fond de la salle positionnée sous 3 lumières focalisées. La rouille et la peinture fanée rendues d'une certaine façon plus significative par l'illumination plutôt que moins, la façon dont certaines choses exigent la bonne lumière pour révéler ce qu'elles avaient toujours été. Elle regarda Aaron. Elle donna un hochement. 22 millions. Julien Shaw posa son paddle sur le siège à côté de lui et ne le leva plus. Le marteau tomba. Le son de celui-ci voyagea à travers la pièce de la façon dont le son voyage dans un espace qui est devenu très immobile, propre, et complet sans rien pour l'absorber. Karenza l'entendit et regarda son père.
Liam regardait la voiture. Quand la signature fut faite et que la salle avait commencé à se vider, Sébastien trouva Liam dans le corridor dehors de l'aile d'évaluation. Karenza s'était endormie contre l'épaule de son père. Il la portait avec un bras sous ses genoux, sa tête contre le côté de son cou. Le petit modèle rouge était encore dans sa main. Sébastien ne dit rien pendant un moment. Le couloir était calme et fluorescent, et il se tenait dedans de la façon dont deux personnes se tiennent quand elles sont passées par le même étrange après-midi et s'ajustent encore à l'autre côté. « Saviez-vous ce que vous aviez avant aujourd'hui » dit Sébastien. « Oui, » a dit Liam. « Claire m'a tout montré quand nous nous sommes mariés. Les documents, la photographie. Elle savait depuis qu'elle était enfant. Et vous l'avez gardée tout ce temps. » Claire était encore en vie. La voiture était le dernier vrai lien qu'elle avait avec Raymond. Je n'allais pas la vendre pendant qu'il y avait autre chose à essayer. Il regarda le mur de l'autre côté du corridor. Après sa mort, cela semblait comme démonter quelque chose qu'elle avait laissé derrière exprès. Je ne pouvais pas m'y résoudre. Mais maintenant, Karenza a besoin de chirurgie. Il le dit sans ornement, la façon dont les gens énoncent la condition qui a réordonné tout le reste. Sa colonne. Le coup est significatif. C'était ce qui restait. Sébastien fut silencieux pendant un temps. C'était un homme qui avait passé sa vie professionnelle à étudier les histoires des objets, ce qui s'y accumulait, ce qu'ils avaient témoin, quelle signification s'installait en eux à travers des décennies de manipulation et soins et préservation délibérés. Il ne dit pas qu'il était désolé parce que désolé n'était pas le bon instrument pour ce qui venait d'être dit. Il se tint simplement avec ce qui était la chose nécessaire. Puis Karenza bougea, se déplaça, et ouvrit les yeux. Elle regarda Sébastien avec l'évaluation sans hâte d'une enfant se réveillant dans une pièce qu'elle ne reconnaît pas immédiatement. « Vous en savez beaucoup sur la voiture, » dit-elle. « Pas tout à fait une question. Plus que presque tout le monde, » lui dit Sébastien. Elle considéra cela. « Savez-vous à quoi Raymond ressemblait quand il était heureux ?» Sébastien la regarda soigneusement. « J'ai lu les records de course. J'ai étudié chaque photographie prise au circuit cette année-là. » Il s'arrêta. Il ressemblait à un homme qui venait juste de finir quelque chose de très difficile et était content de ne pas s'être arrêté avant la fin. Karenza le regarda un moment de plus. Puis elle tendit la main, celle sans le modèle, et Sébastien, après une brève pause, sortit une copie de son livre de sa sacoche. Il le plaça dans sa paume. « Chaque mot que je connais sur cette voiture et cette course est dedans. » Il dit, « Quand tu seras assez vieille pour le lire, je répondrai à toute question qu'il ne répond pas. » Elle prit le livre et le tint de la même façon qu'elle tenait le modèle, comme quelque chose qui lui appartenait maintenant et qu'elle avait l'intention de garder. Il y avait un souvenir que Liam ne parla pas à voix haute et que le corridor n'avait aucun moyen de connaître. Une nuit dans le garage, 3 ans plus tôt. Claire, 7 mois enceinte, debout à la voiture avec sa paume à plat sur le capot. Elle avait parlé sans préambule, presque pour elle-même, la façon dont les gens parlent quand ils pensent plutôt que parlent. Raymond disait toujours qu'elle était faite pour rouler, pas pour être un trophée. Quand le moment viendra, laisse-la rouler. Liam avait demandé, quand est le moment? Elle avait souri le genre de sourire qui contient plus qu'il ne montre. Quand c'est le plus nécessaire. Il avait tenu cette phrase à travers tout ce qui avait suivi. Ce matin était quand il comprit la pleine mesure de cela. Les avocats finirent à 5h30. Le personnel avait commencé à vider la salle d'enchères. La plupart des clients étaient partis. La Ferrari était là où elle avait été positionnée sur la plateforme basse, maintenant couverte d'une couverture de transport matelassé, attendant l'équipe qui la déplacerait vers l'installation de conservation climatisée de Prestige Harmon le lendemain matin. Gisèle trouva Liam près de l'entrée principale du bâtiment. Elle était seule. Pas d'Aaron Cole, pas d'assistant, pas de clipboard. Pour la première fois depuis qu'il était arrivé à ce bâtiment, elle s'approcha de lui comme une personne s'approche d'une autre personne, sans le cadre d'un rôle qu'elle accomplissait. Elle se tint à une distance raisonnable et attendit jusqu'à ce qu'il la regarde. « J'aimerais faire une offre secondaire, » dit-elle. Le phrasé était soigné, l'instinct professionnel courant même dans ce registre. Au-delà du prix de vente, la documentation de provenance, le titre, la photographie, la lettre et du matériel historique propre. Elle devrait être logée avec la voiture. Je suis prête à vous compenser en conséquence.
Liam la regarda, pas sans gentillesse, mais sans adoucir. Comment l'avez-vous appelé ce matin? Gisèle ne dit rien. Vous l'avez appelé Ferraille, a dit Liam, devant ma fille. J'avais mal jugé le. Vous n'avez pas mal jugé la voiture, dit-il. Vous avez mal jugé la personne debout à côté. Les mots n'étaient pas forts. Ils ne portaient pas de chaleur. C'était précisément ce qui les faisait s'installer de la façon dont ils le firent. Pas comme un coup, mais comme quelque chose placé sur une surface avec intention soigneuse, où il resterait. Gisèle fut silencieuse. Il atteignit dans le dossier et en retira le contenu, arrangé sur la table en séquence un par un, sans hâte, de la même façon qu'il avait tout fait dans ce bâtiment depuis le début. À la documentation va avec la voiture. C'est dans l'accord de consignation. Je l'ai mis là avant de signer. Votre équipe légale a la clause. Il remit le dossier dans le sac. Pas parce que j'ai besoin de plus d'argent, parce que cette lettre est l'histoire de Raymond, et elle devrait suivre la voiture dont il l'a écrite. Elle ne devrait pas finir dans un classeur parce que quelqu'un a négocié la paperasse séparément. Gisèle regarda le sac. Elle regarda la voiture couverte sur la plateforme. Elle ne dit rien. Liam prit sa veste de la chaise à côté de l'entrée et l'enfila. Vous vendez des voitures valant des millions de dollars, dit-il. Mais ce matin vous ne saviez pas laquelle valait la peine d'être regardée jusqu'à ce que Sébastien le pointe. Il prit son sac. Je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être assis avec quand vous avez le temps. Puis il marcha vers où Carenza était assise sur le banc bas contre le mur, pieds pendants, le livre de Sébastien sur ses genoux. Il prit sa main. Elle glissa du banc sans être incitée et leva les yeux vers lui. Prête? Elle regarda une fois autour de la pièce haute de plafond, le sol en marbre, les lumières, la voiture couverte au fond, et puis le regarda. Prête? Gisèle se tint près de l'entrée et les regarda traverser le sol et pousser à travers la porte en verre. L'espace qu'ils laissèrent n'était pas vide. Il avait la qualité particulière que les pièces acquièrent après que quelqu'un a dit quelque chose de vrai dedans, le genre de vérité qui continue d'occuper l'air pendant un certain temps après que le locuteur est parti, qu'une pièce prend un moment pour traiter de retour en neutre. Sébastien était encore dans le bâtiment quand ils passèrent près de lui dans le corridor extérieur. Il se tint d'un côté comme il passait, et lui et Liam échangèrent un bref regard, le genre qui ne nécessite pas de langage, le genre entre des personnes qui ont compris quelque chose dans la même pièce en même temps et le savent. Sébastien les regarda passer par la porte principale, resta un moment dans le corridor, puis se tourna pour sa sacoche, et sortit dans la soirée d'octobre. Il composa un collègue à Turin, un historien de course qu'il connaissait depuis 30 ans. Quand l'homme répondit, Sébastien dit, « Je l'ai trouvée. Châssis 19. » Elle était dans un garage à Nouvelle-Havane. Un homme nommé Liam Dupont l'avait. Il y eut une longue pause. Puis le collègue dit quelque chose. Sébastien ferma les yeux brièvement et hocha la tête. « Oui, 22 millions. Mais ce n'est pas la partie qui va rester avec moi. » La structure de stationnement dehors du bâtiment était presque vide au moment où Liam et Carenza atteignirent le camion. La remorque à plateau était là où il l'avait laissée non attachée, vide maintenant, ressemblant exactement à ce qu'elle était. Il aida Carenza à monter sur le siège passager. Elle boucla elle-même avec l'efficacité pratiquée d'une enfant qui l'avait fait des milliers de fois et s'installa en arrière avec le livre de Sébastien sur ses genoux, et le petit modèle rouge dans sa main droite. Liam marcha autour du côté conducteur et monta. Il resta assis un moment sans démarrer le moteur. À travers le pare-brise et à travers la face ouverte de la structure de stationnement, il pouvait voir une tranche de l'arrière du bâtiment, les hautes fenêtres, une lumière encore allumée dedans, la plaque de nom Prestige Harmon sur son support au-dessus de l'entrée de service. Il démarra le camion. Le moteur tourna avec la plainte particulière de moteurs qui ont gagné le droit de se plaindre, rugueux au ralenti, s'installant après un moment dans son rythme inégal habituel, rien comme la machinerie de précision qui venait juste de se vendre pour 22 millions dans une pièce avec des sols en marbre. « Papa !» dit Carenza. Elle regardait le modèle dans sa main, traçant le nez usé avec son pouce. « On est triste. » Il la regarda. « Non, mais on n'a plus la voiture. Raymond disait qu'elle était faite pour rouler. » Lui dit-il. « Maintenant elle va rouler à nouveau sous les bonnes lumières, devant les bonnes personnes. C'est pour ça qu'elle était faite. »
Carenza pensa à cela avec le sérieux particulier que les enfants de 7 ans apportent aux questions qu'elles ont décidées sont importantes. Maman serait heureuse. Liam mit le camion en prise et regarda dehors la bande étroite de ciel du soir visible au-dessus de la structure de stationnement. La lumière partit du gris à un bleu pâle et froid au bord, le dernier du jour s'éteignant tranquillement sur la ville. « Maman serait heureuse parce que tu vas aller bien, » dit-il. Il sortit de l'espace et conduisit vers la sortie. Carenza appuya sa tête contre la fenêtre et regarda la petite Ferrari rouge dans sa main, le nez usé, la peinture frottée lisse par des années de petits doigts qui avaient eu besoin de quelque chose à tenir. Elle ne la posa pas. Elle ne l'avait pas posée de toute la journée. Le camion roula hors de la structure et dans la rue. Derrière eux, à travers le verre et l'air climatisé et la couverture de transport matelassé, le châssis 19 reposait dans le noir de la baie de conservation de Prestige Harmon, attendant les mains soigneuses qui, dans les mois à venir, le retourneraient à ce qu'il avait toujours été, une chose faite pour se déplacer à vitesse vers une ligne d'arrivée. Liam conduisait. Carenza tenait le modèle. La ville passait autour d'eux et tombait derrière, et après un moment il n'y avait que la route et le son inégal du moteur et les deux rentrant à la maison.